On est dans les années 70, la Formule 1 est en pleine professionnalisation, le business prend de plus en plus de présence dans le sport et certains rois commencent à sentir les foudres des jeunes loups. Que ce soit Hill pour qui rien ne va plus dans cette nouvelle décennie, ou Ferrari qui perd du terrain sur March, ou encore Tyrrell, des équipes de garagistes comme disait le Commendatore et lui-même, il est clair que les temps changent. Et parmi ceux pour qui les choses vont mal, on trouve Brabham, une équipe déjà championne constructeur par 2 fois entre 1966 et 67, qui se voit reléguée 9ème du championnat du monde en 1971. L'équipe est alors secouée par des troubles internes. Jack Brabham, propriétaire, pilote, team principal et en passant champion du monde 1966 avec sa propre écurie, un truc qui avait été fait par personne d'autre et qu'on essaiera d'émuler sur twitch.tv/clippy_clip_. Rejoignez-nous, on fera ça sur insérer l'année de Formula One ici. Bref, après une période d'âge d'or, Brabham va quitter le navire et être remplacé au pied levé par Ron Toronac. Puis en 1972, l'équipe sera vendue à un certain Bernie Ecclestone qui, à peine arrivé, nomme un jeune ingénieur sud-africain lead designer, un certain Gordon Murray, qui a des idées bien à lui sur comment la direction de design devrait évoluer, tout comme j'ai des idées bien à moi pour vous parler du nouveau sponsor de la chaîne, SyncMesh. SyncMesh, c'est une compagnie qui font des gants de sim racing et ils font aussi des t-shirts des fois que ça vous branche. C'est des gants qui sont spécialement conçus pour le sim racing, donc c'est pas des gants qui tiennent super chaud comme des gants, je sais pas moi, homologués FIA par exemple, que j'ai pu utiliser pendant super longtemps. Au contraire, le design de leurs gants met un accent sur la respirabilité, ils ont une technologie bien à eux pour évacuer l'humidité, des grippes en silicone ultra performants, ils sont ultra confortables, le silicone accroche bien donc vous avez encore plus de contrôle. Et si ça vous branche, vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description et le commentaire épinglé pour vous choper une paire. Full transparence, je touche 5% de commission là-dessus. Et si le produit vous plaît et que ça peut soutenir la chaîne, pourquoi vous en priver ? Bref, merci SyncMesh, retour à la vidéo. Les premières voitures de Murray en tant que lead designer, les BT42 et 44 respectivement, seront suffisantes pour glaner ça et là quelques podiums et victoires. Des podiums qui ne seront pas étrangers à leur maintien dans la première moitié de tableau 73 et 74. Et la Brabham BT44B de 1975, bien que pas forcément révolutionnaire, permettra à Carlos Pace et Carlos Reutemann de décrocher pour Brabham la seconde place au championnat du monde constructeur. Seulement voilà, soucieux de créer un avantage décisif entre Brabham et le reste de la grille, Ecclestone réalise qu'il va leur falloir quelque chose d'autre que le bon vieux V8 Cosworth que tout le monde utilise. Une décision sera alors prise et ils vont se mettre en quête d'un manufacturier moteur qui peut leur offrir les garanties qu'ils cherchent, à savoir de la puissance et de la fiabilité. Alors pourquoi pas demander à Alfa Romeo? Le foreshadowing est un procédé littéraire par Alfa Romeo sera donc choisi en 1976 pour son large et puissant flat 12 de presque 3 litres affichant 520 chevaux à 12 000 tours minute. Le seul autre flat 12 de la grille était celui de la Scuderia elle-même. D'ailleurs un jour il faudra qu'on fasse une mise au point sur cette histoire, et je pense que je le ferai si un jour je parle de la 312 T4, qui est une voiture que j'aime beaucoup. Un moteur à plat et un moteur boxer ne sont pas les mêmes choses. Il y a une petite nuance qui est relativement importante, mais oui, un V12 à 180 degrés peut aussi être appelé un flat 12, mais c'est pas un boxer. Puissant, léger, coupleux et fiable, tels sont les mots pour ne pas décrire le moteur Alfa Romeo, ce dernier coûtant au final très cher à Brabham, pas que financièrement, mais aussi en termes de points, puisque l'équipe finira 9ème du championnat du monde, loin, très loin des attentes que l'équipe pouvait avoir début 76. Pourtant, la BT45 est pleine de promesses. Son évolution, la 45B, sera même capable d'aller chercher un podium en 1977. Certains diront en dépit du moteur Alfa, d'autres diront qu'Alfa Romeo a quand même planché sur l'histoire. Et entre les progrès réalisés par Alfa Romeo et l'arrivée de David North pour épauler Gordon Murray, les choses paraissent aller de mieux en mieux. Et même si Watson perd pour un rien le GP de France à cause d'un problème de conso d'essence, le flat 12 étant relativement gourmand, j'ai une Alfa Romeo 33 avec un flat 4, même délire. La team pense être sur la bonne voie, et il apparaît aussi clairement que le concept sur lequel la BT45B est basée n'est pas bon. Mais fort des leçons tirées de la Trapanel et de ses évolutions, à savoir la 45B et la 45C, Gordon Murray va sortir de son chapeau la BT46. Aérodynamiquement plus aboutie et plus légère grâce à des innovations telles que des freins en carbone, un truc qui aujourd'hui est monnaie courante mais qui n'était pas le cas à l'époque, conçu autour de son moteur cette fois-ci et pas en dépit afin de mieux prendre en compte les besoins et donner une chance au moteur de passer la ligne où effectivement. Et niveau pilote, on va dire qu'Ecclestone n'a pas chômé non plus, parce que là où Murray était occupé à faire de la Trapanel une voiture viable, Ecclestone, lui, s'est chargé de sécuriser le sponsorship de Parmalat, qui est une compagnie laitière brésilienne. Toute ma vie, en fait, j'ai cru, parce que moi je les ai vus sur des Forti en premier, que c'était genre la pub paracétamol, mais dans un autre pays. Ouais. Et fort de ce deal sponsor, il va pouvoir ramener pas mal de moulas pour choper un certain Niki Lauda avant la fin de son contrat chez Ferrari. Les astres ont donc l'air de s'aligner pour la BT46 et cette saison 78, mais 1978 c'est aussi une année où Lotus va plier le game avec une voiture à effet de sol, la Lotus 79.
Le concept, pour vraiment vulgariser à balle, est pas de créer de l'appui uniquement avec les ailerons avant et arrière, quelque chose que les équipes font déjà très bien à l'époque. C'est simple, hein, tu prends une aile d'avion, tu la fous à l'envers, soudainement ça fait de la portance négative. Là, cette fois-ci, c'est un peu plus complexe que ça, puisqu'il s'agit de faire de la voiture elle-même l'aileron. En exploitant la différence de pression entre le dessus et le dessous de la voiture, on obtient, comme disent les jeunes, un grip de BZ, sa mère, et une stabilité rarement égalée en courbe. À la vérité, la première voiture à réellement exploiter cet effet de sol là chez Lotus, c'est la Lotus 78, un an plus tôt, mais la 79 va tellement aboutir le concept qu'elle va annihiler la totalité du plateau, ce qui va forcer les équipes à rush leur plan de développement beaucoup plus rapidement. Et chez Brabham, on avait une très bonne idée de comment faire, mais on avait un énorme problème. Le moteur. Le moteur étant à plat, et par conséquent très bas dans la voiture, il était impossible d'exploiter l'effet de sol de la même manière que Lotus. Steve Ferrari va trouver sa petite solution bien à elle un an plus tard, donnant une de mes voitures préférées de l'histoire du sport, bordel de merde. Chez Brabham, on n'a pas le temps d'attendre 1979 pour ces conneries. Inspiré par la Chaparral de J, dont on a déjà parlé sur la chaîne, laisse un pouce bleu, va voir. C'est pas une de mes vidéos préférées, mais toute la série Le Car est plus ou moins bien foutue. Murray et sa clique vont se mettre au boulot pour construire une voiture qui va non seulement exploiter cet effet de sol, mais plus précisément la déportance aérostatique, ce qui est un très très joli mot pour dire qu'une turbine d'aspiration va sucer l'air en dessous de la voiture afin de créer une zone de basse pression et par conséquent la coller au sol. Si l'évolution de la Brabham BT46 à effet de sol, la bien nommée BT46B, aurait dû être introduit à Monaco, la réalité c'est que le projet a pris beaucoup plus de temps que prévu. Le travail était colossal, non seulement l'exploitation du concept qui n'était pas simple, mais la voiture elle-même qui, au lieu d'utiliser des jupes rigides comme on a pu voir justement sur la Lotus de l'époque, devait utiliser des jupes flexibles pour sceller le sol, en plus d'avoir une turbine qui, non contente d'être lourde, pompait 30 chevaux à un moteur qui n'en avait déjà pas besoin. Et en plus de tout ça, il fallait contourner la volonté de la FIA ou de la CSI autour de tout ce qui était aéromobile. Dans les faits, le règlement disait que chaque pièce aérodynamique mobile devait être justifiée par une utilisation non aérodynamique. Donc basiquement, tu peux avoir des jantes de baiser qui vont réduire la traînée, on sait pas quoi, mais si l'utilisation première de ces jantes, c'est de refroidir les freins, alors c'est ok. Et du coup, chez Brabham, on a justifié le ventilateur en disant que bah c'est pour refroidir le moteur, bien sûr. C'est pas important qu'on ait gratté assez de grippe pour laper le Nurb en moins de 30 secondes, c'était pour refroidir le V12. Regarde pas de trop près, s'il te plaît. Le système était tellement complexe que Brabham a dû engager un spécialiste en thermodynamique. Ouh, ça c'est un joli mot, ça, thermodynamique. Je vais le mettre dans le chapeau des mots que j'utiliserai plus jamais de ma vie. Et c'est sur conseil sur ce spécialiste que le ventilateur va passer de merde en plastox mobi à fibre de verre renforcée avec du magnésium à aluminium une semaine avant le Grand Prix de Suède. C'est-à-dire le Grand Prix où la voiture va être introduite. Et d'ailleurs, les composants de ce système de ventilation venaient apparemment d'un tank. Alors, c'est comme d'habitude avec ce genre de choses, j'ai pas trouvé de source fiable. Et du coup, j'arrive pas à savoir si c'est l'une de ces deux choses-là, mais soit le système lui-même, la technologie si tu veux, a été inspirée du monde des blindés, soit si le composant physique, le ventilateur lui-même, a été récupéré sur un char d'assaut. Donc vous faites ce que vous voulez avec ces infos, de toute façon, en dîner mondain, vous allez dire à votre bourgeoise ce qui vous arrange, parce que c'est comme ça que ça marche. Et nous, on va se rendre à Anderstop, parce que c'est là-bas que la voiture va être dévoilée aux yeux du monde. Et évidemment, quand le monstre débarque, bien camouflé sous des, et ce n'est pas une blague, couvercles de poubelle, les équipes vont protester. D'une, parce qu'elles sont pas connes et que certaines comme Tyrrell travaillaient sur leur propre version, et de deux, parce qu'en F1, une équipe va systématiquement protester un nouvel avantage de la concu. Pas parce que ouin il a un nouveau jouet qu'il est plus fort que le mien et puis moi aussi je vais avoir le nouveau jouet. Non, pas forcément. Mais pour savoir si ils ont le droit finalement d'imiter ce qu'ils voient. Parce que si demain une équipe arrive avec, je sais pas moi, de l'aéro flexible qui passe les tests de la FIA, et ben c'est normal qu'elle conteste pour savoir si effectivement c'est légal ou non. Surtout si la FIA dit rien. Parce qu'imagine que la FIA elle a un changement de cœur et que soudainement c'est plus légal. Et je fais pas du tout référence à un truc dans l'actualité Formule 1 qui... Non de connard. C'est pas légal parce que Williams, Surtees, Tyrrell, McLaren et bien sûr Lotus vont donc tous gentiment et posément mettre un coup de pression à la CSI ou Commission Sportive Internationale. Voyez ça comme ce qu'on appelle plus largement la FIA aujourd'hui. Qui de toute façon n'allait pas répondre autre chose que PTDR non à ces 5 équipes, étant donné que la CSI elle-même avait inspecté et vérifié la voiture et par conséquent greenlighté le concept. La CSI n'a d'ailleurs pas nié que le système produisait quelque chose de positif. Tu fais quoi? Oh, je lève les mains. Et la CSI n'a d'ailleurs pas nié l'impact positif du concept sur la voiture, mais a bien souligné que le but premier était effectivement le refroidissement du moteur. Ils avaient même révélé après mesure de la température qu'effectivement plus de 50% de la puissance du ventilateur
était d'utiliser pour refroidir le moteur. Je sais pas comment ils sont arrivés à ces conclusions-là, très certainement parce que eux n'ont pas un chapeau à mots qu'ils utiliseront jamais dans lequel ils ont mis thermodynamique, mais reste que c'est eux le corps décisionnaire, c'est eux qui décident. Et pour Brabham, eh bien c'est l'heure de vérité, alors qu'arrivent les qualifications. Vous le savez tous, ces qualifs, c'est la séance où la vitesse pure s'exprime et où les voitures sont lâchées à leur plein potentiel, mais pas là. Non, là, les Brabham vont se qualifier avec le plein d'essence. Essentiellement, elles vont se qualifier avec un ballast, c'est un désavantage conséquent, et c'était bien sûr volontaire. De moins bonnes perfs en qualif pourraient effectivement apaiser les équipes qui n'ont pas encore protesté la technologie avec la CSI, et même éventuellement de s'octroyer un certain sursis avec cette dernière. Et sous des ordres très stricts, notamment sur les régimes moteurs max sur la piste et dans les stands, étant donné qu'on pouvait voir physiquement la voiture être sucée au sol quand on faisait vrombir le moteur, ce n'est pas une vanne, Lauda et Watson vont se qualifier 2 et 3, près de 7 dixièmes derrière le poleman Mario Andretti sur quoi d'autre, une Lotus 79. Lauda a d'ailleurs décrit dans son livre la voiture comme étant sur des rails absolument indéboulonnables, et aussi contre-intuitive à conduire étant donné que pour avoir le maximum de succion, le maximum de grip si vous préférez, il fallait maintenir le moteur dans un très très haut régime. Donc basiquement, pour aller plus vite, fallait aller plus vite. Arrive alors la course où Lauda va, après un bon départ, temporiser et rester jusqu'à 2 secondes derrière Andretti. Il va faire mumuse avec ce dernier jusqu'à ce que son équipier se sorte. Le équipier de Lauda, ouais j'ai mal écrit je sais. Soudainement conscient que tout repose sur lui, Lauda, sans réellement rouler si fort, va recoller Andretti et rester derrière lui en attendant la faute. Andretti ne se ménage pas, il donne tout, veut creuser un écart, et au 36e tour d'ailleurs, les écarts sont déconcertants. Andretti mène de moins d'une demi-seconde sur Lauda et de presque une minute entière sur Riccardo Patrese. Comme quoi on s'était plaint à Bahreïn en 2014, mais on se rend pas compte à quel point aujourd'hui la Formule 1, et je dis ça depuis bien avant qu'on ait un championnat qui semble se resserrer comme maintenant entre McLaren et Red Bull. Ça fait des années que je dis aux gens qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a parce que les écarts sont minime. Dans les années 70, avoir une minute d'écart sur le peloton, c'est presque normal. Sauf que là, on n'est pas à la fin de la course, on n'est même pas à la moitié en fait, donc c'est pas tout à fait si normal que ça. Au 39e tour, Andretti commet enfin une faute glissant sur de l'huile, il fait un écart, Lauda le passe et va lui mettre 3 secondes en 2 tours. Et c'est là qu'on se rend compte que, effectivement, les écarts sont pas normaux du tout. Soucieux de pas se laisser décrocher, Andretti pousse fort, trop fort, il pousse son moteur à la casse. Lauda finit par l'emporter avec 34 secondes d'avance, et pour cause, l'Autrichien a relâché la pression si fort sur la fin de sa course que des voitures qui étaient à plus d'une minute 15 ont pu se permettre de revenir en roulant pas guère plus vite. C'était aussi un effort pour essayer de sauver les apparences et de pas passer pour une machine qui domine un petit peu trop facilement, des choses avec lesquelles Mercedes ne s'était pas encombré d'ailleurs en 2014. La voiture aspirateur aura donc montré ses vraies couleurs et offert à un moteur Alfa Romeo sa première victoire depuis 1951. Et c'est aussi la dernière fois qu'on va voir une voiture à déportance aérostatique remporter, non, ne serait-ce que participer à un Grand Prix de Formule 1 au championnat du monde. La CSI va, pour 1979, rendre illégal le système, en français dans le texte, mais pour 1978, rien, je dis bien rien, n'empêche Brabham de continuer à chier dans la bouche de la concurrence au ralenti, rien à part Ecclestone lui-même. Ecclestone n'était pas juste le boss de Brabham, mais aussi en lice pour devenir président de l'association des constructeurs, la FOCA. Et un jour, on parlera du conflit FISA-FOCA parce que c'est intéressant, promis. Les boss de Lotus et McLaren vont, après une énième plainte rejetée à la CSI, aller faire pression sur Ecclestone lui-même, menaçant de retirer leur soutien dans la course à la présidence de la FOCA et de convaincre les autres équipes d'en faire autant, prétextant que le concept de la voiture ventilateur allait de toute façon occasionner une réponse de tous ses rivaux et à terme faire mal au sport tant les coûts de développement gigantesques allaient rebuter les petites équipes et les décourager de ne serait-ce qu'envisager de participer au championnat du monde de Formule 1. Ecclestone, peu fanfaron, va donc remiser la BT46B aux grandes dames de Gordon Murray, qui lui voyait la BT46B comme un coup d'essai. Parce que pour lui, la BT46B n'était effectivement que pansement sur une jambe de bois, un concept original mauvais qui marchait pas très bien, auquel on a donné de la perf. Alors imaginez une seule seconde qu'il puisse prévoir toute la voiture autour du ventilateur en question. La BT47 aurait dû être une voiture ventilo ou fan car avec un angle variable, le sol aurait été travaillé pour maximiser l'efficacité du bordel, mais au final, la voiture ne sera bien évidemment jamais construite. La BT48 qui suivra après sera absolument décevante, et la 46B, quant à elle, ne fera qu'une dernière apparition, il me semble, à Donington Park pour une manche de contre-la-montre qui n'avait rien à voir avec le championnat du monde, aux mains de Nelson Piquet. Avec le concept fermement enterré, la chose la plus proche d'une
fun car moderne qu'on ait pu avoir, c'est bien sûr la Red Bull X1 et toutes ses dérivés sortis depuis, qui nous laissent entreapercevoir une réalité alternative où le concept aurait eu le temps de maturer. Comme énormément de choses en Formule 1, on se rend compte que c'était très cool mais que ça a été très vite banni pour des raisons qui sont finalement tout à fait légitimes. Et si je garde une place toute particulière pour ce genre d'innovation technique, entre ça, les jupes, bien sûr le nez monopoutre de la Tyrrell 025, les Tower Wings de la Tyrrell 025 aussi, c'est pour ça que je regarde à l'œil chaque petit upgrade technique de chaque équipe de la plus grosse à la plus petite, parce que qui sait, 2026 arrivant à grands pas, on n'est pas à l'abri de voir une petite équipe trouver une astuce technique à laquelle personne n'a pensé, un petit peu à l'instar du double diffuseur ou du diffuseur soufflé. Mais d'ici là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous pouvez me suivre absolument partout, sauf dans la rue. D'habitude on a plein de choses à vous raconter en fin de vidéo, on a de moins en moins de trucs à vous raconter en fin de vidéo, parce qu'il faut qu'on retourne bosser tout de suite. Donc, suivez-nous sur Twitch, on fait des lives à peu près 4 fois par semaine, n'hésitez pas, les gants Sync Mesh, lien dans le commentaire épinglé, il y a aussi les codes Oli Energy qui doivent traîner dans le coin, plutôt dans la description. Bref, c'était Clippy Clip. Bisous. Nul! Elles sont nulles! Tactiquement